On en parle sur cette antenne depuis hier. Le premier cas enregistré à Birkelane est décédé. L'état de santé du deuxième cas s'améliore. Il est hors de danger. Au total, 51 cas contacts ont été répertoriés. Assemblée nationale, le sort de Farba Ngom scellé ce vendredi. Séance plénière demain pour la levée de son immunité parlementaire. De Matam jusque dans les Agnam, la résistance prend forme. Rassemblement cet après-midi, rendez-vous dans les Agnam. L'agriculture et l'élevage, un ministère, plusieurs problèmes. De Mbour à Kaolack, le cri du cœur des acteurs, la colère s'abat sur Mambouba Diagne. Le grand journal à suivre les actualités internationales avec Georges Dekidjop. Le sport ce sera avec Malal Diagne Junior et la presse du jour Youssouf Bodian. Point de vue, conflit récurrent entre agriculteurs et éleveurs. Comment régler le malentendu entre acteurs? Rendez-vous en fin de journal avec nos deux intervenants. Bienvenue à la technique Amadou Ndiaye. D'abord, ce Sénégalais qui a perdu la vie dans des conditions troublantes en Côte d'Ivoire. C'est suite à une descente des éléments de la police ivoirienne à Abidjan. Plus de détails avec Fama Dione dans ce studio. Bonjour Barthélémy Ngom, bonjour à toutes et à tous. Notre compatriote s'appelle Dembo Sow, âgé de 57 ans. Il résidait au Congo avec des fois des visites en Côte d'Ivoire dans le cadre de ses activités professionnelles. Et selon nos informations, il a reçu la visite des éléments de la police ivoirienne dans la résidence meublée qu'il louait à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Et pris de panique, Dembo Sow a piqué une crise cardiaque et a rendu l'âme entre les mains des éléments de la police ivoirienne alors que ces derniers tentaient de le faire monter de force dans la voiture de police. Originaire de Barkedji à Linguère, localité dont est issu El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui a donc séjourné en Côte d'Ivoire. Et selon des Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire, c'est justement le séjour de El Malik Ndiaye à Abidjan qui a donné un coup de pouce à cette affaire. Il a réclamé l'ouverture d'une enquête et les policiers ont été arrêtés en Côte d'Ivoire. Barthélémy. Nous y reviendrons plus en détail. Fama Dione, merci. Je vous l'annoncer, le professeur Madior Diouf qui s'est éteint cette nuit à son domicile à Dakar. Il a été secrétaire général du RND pendant plusieurs années. L'homme a été aussi ministre, mais également député à l'Assemblée nationale. Son successeur à la tête du Rassemblement national démocratique parle d'une grosse perte pour le Sénégal. Bouna Albouri Ndiaye déclare que le professeur Madior Diouf incarnait le don de soi pour le pays. C'est donc une grosse perte que le Sénégal vient de subir, que le Rassemblement national démocratique vient de subir, que les patriotes et démocrates de ce pays viennent de subir à la disparition de cet illustre homme qui a consacré toute sa vie à œuvrer pour le progrès de la démocratie, pour le progrès des acquis sociaux des travailleurs en tant que syndicalistes, parce que n'oublions pas que Madior a dirigé pendant 8 ans le syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal avant d'être secrétaire général du RND. Madior a grandi sous l'ombre du professeur Cheikh Anta Diop, fondateur et premier secrétaire général de notre parti. Il a partagé avec cet homme, il aime à le rappeler, avec le grand triumvirat fondateur du RND, Cheikh Anta Diop, Moussa Diallo et Babacar Niang. Madior donc a forgé une personnalité politique, un leadership qui a permis d'avoir remplacé Elie Madior Diofal, qui est le premier à remplacer Cheikh Anta Diop, et cela pendant 30 années. C'est quelqu'un que Cheikh Anta Diop avait très tôt détecté dans ce qu'on appelle la génération de la relève des fondateurs, et c'est la raison pour laquelle il s'est toujours présenté comme un homme de confiance de Cheikh Anta Diop. Et aujourd'hui, toute la classe politique peut être unanime sur les valeurs dont Madior était porteur, les valeurs de sérénité, de notre profonde sénégalité. Madior l'a incarné jusqu'au dernier souffle de sa vie. Donc en lui, l'université, la communauté scientifique, la classe politique, la communauté nationale viennent de perdre un illustre homme qui a fait un don de soi de sa vie. Madior nous a éduqués, je ne dis pas formés, mais il nous a éduqués aux valeurs. Le professeur Madior Diouf qui nous a quittés donc à l'âge de 86 ans. Il était un homme multidimensionnel avec plusieurs casquettes, universitaire, syndicaliste, homme politique. Le professeur Madior Diouf a vécu sous l'ombre du grand savant Cheikh Anta Diop. Son portrait avec Oumou Kalsoumli. Madior Diouf est né en 1939 à Fimela, dans la région de Fatick. Il était un universitaire et homme politique sénégalais, professeur agrégé de lettres à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a dédié sa vie à transmettre le savoir et à contribuer à l'éducation de son pays. Madior Diouf était également un acteur politique engagé en tant que membre fondateur du Rassemblement national démocratique, où il a occupé le poste de secrétaire général pendant plus de 30 ans. Son parcours
parcours fut très riche. Ayant été député durant 3 législatures et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et a également occupé le poste de ministre de la Culture dans le second gouvernement de Moustapha Niasse sous le magistère du président Abdoulaye Wade. Professeur Madior Diouf a également été candidat à l'élection présidentielle de 1993, affirmant ainsi son engagement en faveur d'une alternative démocratique. Au-delà de son parcours professionnel et politique, Madior Diouf demeure dans les cœurs comme un homme de principe profondément attaché à la culture et à la justice sociale. Syndicaliste, il a dirigé le Sud-Est pendant 8 ans et était membre du Conseil économique et social. Pour le Conseil économique, social et environnemental, ñi wax loolu waroon nañu jéem a xam li mu def bi mu tàmbalee en 2013 ba léegi ay études, ay avis. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages dont comprendre Veille Thiossane et le mandat d'Ousmane Sembène en 1986. Il a tiré sa révérence dans la nuit du 22 au 23 janvier à Dakar. Levée du corps demain à l'hôpital principal suivi de l'inhumation au cimetière musulman de Yoff. Midi 7 minutes, la fièvre hémorragique Crimée-Congo après le décès du premier cas détecté le 14 janvier à Birkelane, c'est dans la région de Kaffrine. Le deuxième cas est toujours en hospitalisation, mais son état de santé s'améliore et il est même hors de danger. Selon le directeur régional de la santé de Kaffrine, il va être libéré d'un moment à l'autre. L'équipe médicale attend juste les résultats des prélèvements effectués par l'Institut Pasteur sur les patients. Au total, 51 cas contacts ont été répertoriés et jusqu'ici, il n'y a pas de nouvelles contaminations. RFM, la radio de toute l'actualité. Deuxième retour de parquet pour Tabaski Ngom et les 2 autres personnes arrêtées dans l'affaire du présumé détournement de 700 millions de francs CFA. Il s'agit de l'ancien directeur général de l'APROSI, Momat Ba, et de l'homme d'affaires Mor Gueye plutôt. Les 3 seront donc entendus ce jeudi par le juge d'instruction. Affaire Farba Ngom, les députés convoqués en séance plénière demain vendredi hors du jour, la levée de l'immunité parlementaire du maire des Agnam. En attendant, les populations de Matam et environ appellent à un vaste rassemblement cet après-midi. Manifestation en soutien à Farba Ngom. Le rassemblement, je le rappelle, a été autorisé par le préfet. Mais à quelques heures de cette manifestation à Agnam, c'est déjà l'affluence dans la zone du Bosséa, l'alliance l'APR donc qui a battu le rappel des troupes. Nous y reviendrons bien sûr avec Ali Bandelnyang. Dans la banlieue de Dakar, Mbebes, la tension qui cède la place à la raison. Les récupérateurs acceptent finalement de quitter mais demandent aux responsables du Promojet de bien aménager leur site de recasement. Harouna Niasse, le président de l'association des récupérateurs, interrogé par Amina Taba. Quand la directrice est venue ici pour nous dire que vous allez quitter le lundi, on lui a proposé de nous trouver des solutions pour vraiment préserver le travail que nous faisons ici. Ce que nous attendons du Promojet, c'est de nous trouver des emplacements là où on pourra être et travailler dans des conditions très favorables. Nous disons à la directrice de trouver des conditions plus favorables pour les récupérateurs, pour leur déplacement. On n'a pas dit qu'on ne va pas se déplacer. On doit se déplacer, mais on doit se déplacer dans des conditions les meilleures. C'est ce que nous proposons au Promojet. C'est vrai que le site a été aménagé, mais il n'y a aucune construction qu'on a mis là-bas. Et il faut savoir que le travail que nous faisons ici, il y a des matériaux qu'on doit préserver. On a été en atelier avec le Promojet il y a 2 mois de cela. On était en commission, certaines commissions, on l'avait attribué pour qu'il distribue des tenues, des épis. Donc aussi il y avait d'autres commissions qui devaient recenser les places. Et les commissions ont déjà fait le travail. Et nous, on est toujours encore ouverts à discuter avec les Promojet pour mieux trouver des solutions. On est toujours impliqué dans le processus pour la réception de la décharge de Mbobos. On a toujours soutenu cela. Pour déplacer des personnes, il n'y a aucune garantie. L'État aussi ne devait pas avancer sur ça. Ce cri du cœur du proviseur et du corps professoral du lycée de Thiénaba, l'établissement qui a largement dépassé sa capacité d'accueil fait aujourd'hui face à un manque de salles de classe et de tables-bancs. Là-bas, le quantum horaire est en souffrance, en attestent les performances du lycée qui ont nettement baissé. Cher Anta Diop.
Le lycée de Thiénaba vit des moments difficiles. Il est confronté à un manque de salles de classe et un déficit de tables-bancs. Alun Sek, le proviseur du lycée de Thiénaba. Ces 20 salles contiennent 490 tables. Le ratio va à hauteur de 3 élèves par table. Et je dois rappeler qu'également, dans l'effectif de 1532, les 58,5% sont des filles. Donc vous imaginez la prise de place avec des filles. Et toutes les secondes L sont constituées des classes tournantes. Donc pour dire que le problème est très sérieux en termes de prise en charge du quantum horaire. Les effectifs sont pléthoriques. Du coup, les élèves s'entassent comme des sardines dans les salles de classe. Selon le proviseur du lycée de Thiénaba, cette situation a un impact négatif sur les résultats des examens. Nous vivons la promiscuité. Pour dire que les effectifs étant pléthoriques, c'est là où le problème se pose à travers les 2 cycles. L'année dernière, nous avons connu une baisse dans les performances. Et ceci est lié peut-être quelque part. On peut dire que ça peut être imputé à cette situation. Entre autres situations, il y a des paramètres qui nous sont exogènes sur lesquels nous n'avons pas de levier pour essayer d'ajuster dans le sens de retrouver les performances d'hier. Mais j'imagine qu'on peut y dresser dans l'immédiat un immeuble de type R+2, 3, avec même une administration, et sera pour les permettre de loger le second cycle. Par l'intermédiaire d'Adja Mam Diop, conseillère technique au ministère de l'Éducation nationale, Mamba Guirassy a offert 200 tables-bancs à cet établissement. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, midi 12 minutes, la suite du journal. Revoir les difficultés de Air Sénégal SA et AIBD SA et s'attaquer de façon urgente à leur restructuration. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué du Conseil des ministres hier. Un expert en aéronautique et un expert en aviation civile soutiennent qu'il faut au préalable mettre l'accent sur certains volets et surtout mettre en place un personnel hautement qualifié. Seydou Nourouba. Air Sénégal SA et AIBD SA, deux sociétés à urgemment restructurer en s'appesantant sur leurs difficultés financières. C'est ce qui ressort hier du communiqué du Conseil des ministres. Alassane Anne, expert en aéronautique, pense qu'il y a des volets qu'il faut d'abord prendre en compte avant toute chose. Il faudra différencier le volet financier, le volet technico-commercial, le volet opérationnel et surtout le volet stratégique qui en tant que tel, va quand même essayer d'impacter sur l'aspect concurrentiel, compétitif de cette compagnie à l'égard de tout le milieu aéronautique. Donc, nous encourageons l'État du Sénégal à quand même s'attaquer à ce problème pour le solutionner, disons, pour restaurer la quiétude des usagers de cet espace. Et c'est bien faisable et c'est bien possible. Alioune Kaïté, expert en aviation civile, pense qu'un personnel qualifié et une gestion bien professionnelle sont également des éléments essentiels. D'abord, les bons profils et les personnels qualifiés pour le faire. Bon, maintenant, en tenant compte de l'environnement concurrentiel et du matériel, c'est-à-dire avoir des avions, du personnel et toute la suite, le reste, c'est de la gestion. Il faut se battre, mettre les gens qu'il faut, former les jeunes Sénégalais parce que l'aviation, apparemment, n'est pas très bien connue et c'est ce que fait d'ailleurs l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile parce que dans tous les grands pays d'aviation, il y a une académie qui sous-tend et qui forme, qui qualifie le personnel pour qu'il puisse assurer justement ce genre de travail jusqu'au management. Puis il faut faire un audit, il faut faire un diagnostic, il faut voir l'état des lieux. D'abord, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pour la relance efficace et efficiente de Air Sénégal SA et AIBD SA, 2 réunions interministérielles sont d'ailleurs prévues au cours de la 2e décade du mois de février prochain. Nomination de Khadim Mbouch comme inspecteur technique au ministère de l'Enseignement supérieur, une nomination qui soulève encore la colère sur les réseaux sociaux. Certains partisans du parti PASTEF disent niet à cette nomination. Ils soutiennent qu'on ne peut pas combattre donc le projet et bénéficier d'une nomination. Cela malgré donc le rappel à l'ordre de leur mentor Ousmane Sonko. Des analystes politiques estiment qu'ils ont vu que cette stratégie passe. Salimata Aou. nit ñi dañoo war a xam ni état la ñu yor te état dafa am nu muy doxee même problème boo koy régler dafa am foo koy jaarale président de la République kenn du wañ loxoom kenn du ko menacé da ngay gis ñuy wax bay xëqat naan j'exige ak nooy exiger ci président de la République. Un rappel alors du premier ministre Ousmane Sonko à l'endroit de ceux qui fustigeaient la nomination d'Aboubacar Ly. Malgré tout, le même scénario s'est produit sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, il demande la destitution de Khadim Mbouch, nommé inspecteur technique au ministère de l'Enseignement supérieur. Pour Demba Gueye, analyste politique,
La première explication, c'est le contexte dans lequel ils sont arrivés au pouvoir. Les emprisonnements, les morts, en tout cas, le prix qu'ils ont payé pour accéder au pouvoir. Ça, c'est un élément extrêmement important sur le plan psychologique au niveau des militants du PASTEF. Ils pensent que ceux qui ont combattu, ceux qui ont subi cette injustice, c'est eux qui doivent gouverner avec le PASTEF. Et seuls ces gens ont le mérite aujourd'hui d'avoir des postes de nomination. Le deuxième facteur, c'est la haine, on peut considérer ça comme étant une haine. C'est la haine que ces gens nourrissent vis-à-vis des anciennes tontes du pouvoir. Vous voyez, les contestations sont plus vives quand il s'agit d'un ancien collaborateur de Macky Sall qui a été élu ou bien de quelqu'un qui a pris des positions assez fortes vis-à-vis du PASTEF par le passé. Samba Ndiaye, Aboubakar Ly, Khadim Mbodj, tous des victimes des patriotes. Selon Abdou Fattah Fall, c'est une stratégie payante pour eux. Ils ont découvert l'efficacité de cet outil qui est à chaque fois de mettre en lumière certaines choses qui leur paraissent ne pas être légitimes. Et ça fait tellement de pression qu'en général, ils arrivent toujours à obtenir le gain. Il y a aussi un autre fait, c'est la gestion des alliés. Parce que ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'en général, toutes ces nominations qui ont prêté à équivoque ont été attribuées au camp S des alliés du pouvoir. Ce ne sont pas des gens de PASTEF, mais entre guillemets, ce sont des alliés de PASTEF qui, soi-disant, ont proposé des profils et des profils qui ne cadraient pas tout à fait avec l'idéologie que PASTEF a développée depuis le début, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Nommé hier en Conseil des ministres, Khadim a vu ses anciens postes sur Ousmane Sonko sur toutes les pages des patriotes. Ces derniers n'en ont cure de ce qu'il peut apporter. Ils exigent l'annulation du décret. RFM 94.0, la radio en puissance. Je vous l'annonçais, cette colère des éleveurs du département de Mbour qui s'abat sur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, et c'est parce qu'ils n'ont toujours pas reçu l'aliment de bétail. Ajoutez à cela les vaccins dont les prix sont jugés trop élevés, contrairement au prix des vaccins qui viennent de la sous-région. Ces éleveurs de Mbour ont également évoqué le vol de bétail. Ndeye Mati Dieng. C'est à cause de toutes ces difficultés que ces éleveurs pensent qu'ils sont négligés. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ne semble pas prendre en compte leur secteur. Ils ne reçoivent même plus l'aliment de bétail autrefois offert par l'État. Omar Sow, éleveur. Pour vacciner leurs troupeaux, ils se rabattent sur les produits venant des pays frontaliers. C'est 1000 francs le flacon contre 4000 ou 5000 au Sénégal. Galodia, président de la maison des éleveurs du département de Mbour. C'est des vaccins venant de la Mauritanie et de la Gambie. Ils disent qu'ils ne sont pas de bonne qualité, mais c'est faux. L'État doit plutôt travailler à réduire les prix. Pourquoi pas Gambie Guinno Yombo? Pourquoi Mauritanie Guinno Yombo? Pour ce qui est du vol de bétail, c'est une vieille doléance à laquelle les autorités peinent à trouver solution. Le phénomène est d'ailleurs devenu beaucoup plus persistant. Ces éleveurs pointent du doigt toute une chaîne de voleurs. Maintenant, ils s'organisent en bande. Le groupe, le plus souvent, est composé de celui qui rentre dans les troupeaux d'un taximan et d'un boucher. Ils doivent être condamnés après arrestation. La liste des difficultés est loin d'être exhaustive. Ce lundi 27 janvier à Sinthioumbadane-Peulh, ces éleveurs ont affirmé qu'ils comptent profiter de la célébration de la journée nationale dédiée à l'élevage pour se faire entendre. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. La recrudescence du vol de bétail, justement, qui préoccupe la Fédération nationale pour le développement de l'élevage et de la protection du bétail. Elle exhorte donc cette fédération, les autorités, à écorcer les peines. Ousmane Seck, le porte-parole, avec Fatumbo. Le gouvernement doit nous appuyer, nous intervenir à tout moment pour que vraiment le vol de bétail cesse. Parce que vraiment, les voleurs là nous emmerdent trop. Personne ne peut plus élever même un brebis, même un coq, même ça. Parce que si tu le fais, on le vole. Bon, si tu interviens, on te tue. C'est pourquoi, même si tu entends les voleurs dans ta conception, tu ne sors pas. Pourquoi nous demandons au gouvernement de veiller les villages, de veiller surtout auprès des éleveurs pour que les vols de bétail cessent.
vraiment ce que nous déplorons et nous souhaitons que l'intervention corsée, il y a des peines vraiment, ça doit être lourd, comme il a dit, mais vraiment, nous demandons l'intervention du gouvernement. Kaolack, l'association des agriculteurs du bassin arachidier qui s'indigne de la situation du mil sur le marché et dénonce le prix jugé dérisoire et interpelle l'État. Fatumbo. 150 francs, voire 175 francs, c'est le prix au kilogramme fixé pour le mil sur le marché. Une somme jugée dérisoire selon l'association des agriculteurs du bassin arachidier qui interpelle les autorités pour une régulation des prix. Elhadj Séni est le secrétaire général. Le prix du mil est très minime. 1 kilo de mil à 150 francs. Comme le président l'a dit, il faut vendre un quintal de mil pour avoir un sac de 50 kilos de riz. C'est misérable. Le prix du mil était à 400 francs, même 500 francs dans certaines zones. Et si maintenant on vend ce mil-là à 150 francs, c'est du vrai bazar. Une situation inacceptable selon les membres qui attendent une meilleure prise en charge de leurs doléances afin de commercialiser le mil. Nous sollicitons à l'État d'intervenir. Il y avait des magasins de stock de sécurité qu'on peut renouveler, réaménager et l'État prend en charge la commercialisation du mil. Nous ne comptons que sur le mil. Toute cette situation s'explique par le faible rendement des récoltes de cette année-ci, souligne le président qui craint une famine. Au-delà des prix pratiqués pour le mil, l'association des agriculteurs du bassin arachidier déplore la campagne timide de commercialisation de l'arachide et la posture de la Sonacos. Fatumbo Kaolack, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Déthié-Diop. Bonjour Barthélémy Ngom. Retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'Union africaine interpelle Donald Trump. Le président de la commission de l'UA demande à l'administration américaine de reconsidérer sa décision. Plus clairement, ne pas se retirer de l'Organisation mondiale de la santé dont elle est l'un des membres fondateurs. Ndendoumbe Diop. Le président de la Commission de l'Union africaine a exprimé sa consternation face à cette annonce, soulignant que l'OMS est une agence mondiale de santé essentielle qui continue de jouer un rôle crucial dans la protection des populations à travers le monde, particulièrement dans un contexte de croissance démographique. Moussa Faki Mahamat a rappelé que les États-Unis, en tant que membres de l'OMS, ont été un acteur clé dans l'élaboration des instruments et normes en matière de sécurité sanitaire publique et de bien-être global au cours des 7 dernières décennies. Il a également souligné qu'en Afrique, les États-Unis ont été parmi les premiers et les plus fervents soutiens à la création du CDC Afrique, agence technique de l'Union africaine dédiée aux urgences de santé publique. Cette dernière collabore avec l'OMS et ses membres pour détecter, préparer, résoudre et se remettre des pandémies. Le président de la Commission de l'Union africaine ajoute qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde dépend de l'OMS pour remplir sa mission de garantir la sécurité sanitaire publique mondiale en tant que bien commun partagé. Moussa Faki Mahamat espère que la nouvelle administration américaine reviendra sur sa décision de se retirer de cette organisation internationale essentielle dont elle est l'un des membres fondateurs. Au Gabon, Georges, la date de l'élection présidentielle est connue. Elle est prévue le 12 avril prochain, soit plus de 4 mois avant l'échéance initialement fixée pour la fin de la transition, fin août. Le décret a été adopté hier en Conseil des ministres et cela dans la foulée de l'adoption en début de semaine du nouveau code électoral qui va régir ce scrutin. Législative du 12 janvier dernier aux Comores, large victoire pour la Convention pour le renouveau des Comores, le parti au pouvoir avec 28 sièges, mais des irrégularités ont conduit à l'annulation du scrutin dans 4 circonscriptions. Des élections partielles doivent être organisées d'ici un mois au plus tard. C'est hier, mercredi, que la Cour suprême a proclamé les résultats définitifs. En Côte d'Ivoire, l'opposition de plus en plus fragilisée à 9 mois de la présidentielle, elle peine à s'unir entre un Laurent Gbagbo dont l'appel de Bonnois est resté sans réponse et qui compte sur l'ONU pour sa réinscription sur la liste électorale. Tidiane Thiam qui vante sa proximité avec Barack Obama, une Simone Gbagbo qui demande un dialogue politique avec le pouvoir et qui a récolté un refus catégorique. Bégoudé accroché à ses proverbes et Guillaume Soro en exil animant des visioconférences. Le RHDP au pouvoir est en roue
roue libre pour octobre 2025. L'analyse de notre correspondante à Abidjan, Gobia Yabi. L'impuissance de l'opposition ivoirienne saute aux yeux. À 9 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, elle est en errance pour n'avoir rien obtenu, ni audit de la liste électorale, truffée d'irrégularités, ni réforme d'une commission électorale caporalisée, mais dans laquelle elle s'est battue pour partager des postes de vice-président, ni nouveau découpage électoral taillé sur mesure, ni réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Cette opposition, qui ne voit aucun bout du tunnel, est paralysée alors que le chef de l'État, qui a d'autres chats à fouetter, est depuis le 17 janvier en voyage privé en France. Au moment où les uns vantent leur proximité avec l'ancien président américain Barack Obama, les autres se disent à tuer à toi avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le terrain dicte en effet sa loi. C'est pourquoi, sûr de sa force, le pouvoir est sourd à toutes les revendications et il dispose de plusieurs cordes à son arc. Il ne détient pas que la justice et les forces, il possède des cellules dormantes comme les dozos. Le climat de la terreur savamment planifié fait mouche. Il a finalement coupé l'herbe sous le pied d'une opposition devenue de salon et de déclarations sans lendemain et sans action d'envergure. De ce fait, et sans griffe, comptant sur un Deus ex machina, elle est incapable d'exercer une pression sur le pouvoir qui impose sa loi, celle du plus fort. Et pour compliquer les choses, chaque parti, sous le regard amusé du RHDP, chante pour sa propre chapelle, dans un désordre organisé et des querelles fratricides. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Gobia Yabi, en Afrique du Sud, Georges, l'un des chefs présumés de la mine illégale de Stilfontein, activement recherché par la police. Il a échappé lors de son transfert au commissariat. L'homme qui se fait appeler Tiger a été arrêté à la sortie de la mine la semaine dernière. En 4 jours, une opération de sauvetage s'est achevée par la remontée à la surface de 246 mineurs et 78 corps sans vie. Au Soudan du Sud, les autorités ont suspendu l'accès aux plateformes de réseaux sociaux, une suspension pour une durée minimale de 30 jours. La décision fait suite à la publication de vidéos montrant les meurtres présumés de ressortissants sud-soudanais dans l'état soudanais d'El Gezira et qui ont déclenché des attaques de vengeance meurtrière. Rokia Traoré, libre après un accord avec son ex-conjoint validé par le tribunal de Bruxelles hier, mais la chanteuse malienne devra rester en Europe et se présenter devant la justice belge lors des prochaines audiences. Une nouvelle audience est prévue en juin pour examiner la mise en œuvre de l'accord et la suite des procédures judiciaires. Rokia Traoré a été incarcérée depuis fin novembre à Bruxelles dans le cadre d'un conflit sur la garde de sa fille. En octobre, elle avait été condamnée à 2 ans de prison pour non-représentation d'enfants après avoir refusé de se soumettre à une décision judiciaire belge attribuant la garde de leur enfant à son ex-conjoint, le dramaturge belge John Gossens. Hors du continent, un nouvel incendie dévastateur à Los Angeles aux États-Unis. Il s'est déclaré hier dans les environs du lac Castaic dans le nord et se propage à une vitesse inquiétante. Plus de 3800 hectares sont partis en fumée en quelques heures et plus de 31 000 personnes ont reçu des ordres d'évacuation. Plus de 20 000 ont été invités à partir, à quitter leur domicile. Décidément, les incendies à Los Angeles. Merci beaucoup, Georges Détié Diop, midi 28 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, conflit récurrent entre agriculteurs et éleveurs, comment régler le malentendu entre acteurs. Rendez-vous en fin de journal avec nos 2 intervenants. Nous serons avec Thierno Cissé, le coordinateur du CNCR, le cadre national de concertation et de coopération des ruraux, et Djeynaba Sidibé, la présidente du directoire des femmes en élevage et membre de l'Alliance Femmes et Fonciers du Sénégal. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Alors, d'abord, une question. Pourquoi les équipes n'arrivent plus à faire des résultats en Afrique? C'est le premier sujet de cette page des sports. Les clubs sénégalais n'y arrivent toujours pas. Seul la Jeanne d'Arc de Dakar est allée jusqu'au plus haut sommet sans pourtant gagner de trophée. Tous les autres clubs sénégalais sont soit éliminés dès les barrages ou bien en phase de poule. Pour comprendre cet échec et y trouver des solutions, Cheikh Tidiane Diagne s'est penché sur la question. Ça ne décolle toujours pas, les clubs sénégalais en Afrique. Chaque année, la même rengaine, une élimination prématurée. Et cela a bien des raisons, selon le manager sportif Papa Amar Mbouch. Je pense que nous sommes encore otages ou prisonniers
du modèle associatif que nous avons hérité de la colonisation française. Alors que le football a connu une évolution, notamment dans une déclinaison économique qui fait que les clubs du Nord, peut-être d'Afrique du Sud, en tout cas certains clubs d'Afrique du Sud, en tout cas arrivent à exister, à bâtir des équipes compétitives sportivement et économiquement. Mais le Sénégal, malgré les résultats de nos différentes sélections nationales, connaît un problème à travers ces clubs. Même dans l'organisation et l'organigramme, nos clubs sont à la traîne. Au lendemain d'une défaite d'un club de Ligue 1 en championnat, un entraîneur sur les ondes de la radio Futurs Médias a clairement indiqué qu'il n'est pas responsable des recrutements, ce qui prend le contre-pied de la présidence. Le problème que vous élevez, c'est un problème de management. Parce qu'un club bien structuré en principe, ne doit pas connaître ce genre de problème. Il y a une politique sportive, il y a en principe un directeur sportif qui coordonne toute la politique sportive avec les objectifs, avec les moyens pour arriver au résultat, en tout cas à l'objectif fixé par la direction du club. Voilà. Ce genre de situation dans un club bien structuré, en principe, ça ne demande pas des réformes structurelles au niveau étatique, au niveau fédéral. Les difficultés des clubs sénégalais, c'est fondamentalement un problème de modèle économique et ses corollaires. Il urge de tout revoir pour espérer mieux. L'Europa League, la 7e journée avec ses rencontres prévues dans l'après-midi. Fenerbahçe contre Lyon, Hoffenheim joue contre l'équipe de Tottenham de Matar Sarr, Olympiakos face à FC Porto, Man United joue contre Glasgow Rangers, Lazio Rome joue contre la Real Sociedad. Andy Basket en France, Saliou Diène, c'est un Sénégalais. Eh bien, il a remporté la Coupe nationale alors. Il est international sénégalais après un passage en Italie puis en Suisse avec sa première année en France. Avec le club de hier Andy Basket, il a pu remporter la Coupe nationale. Une occasion pour lui de définir ses projets pour le Sénégal, mais également son ambition au niveau de la France et du championnat français. Saliou Diène que nous avons joint ce matin. Par rapport avec le trophée qu'on a gagné, c'était une très bonne trophée parce que voilà, c'était mon première année dès que j'ai venu. On a fait tous nos matchs phase aller au niveau du championnat et après ça, on était franchement top de 4 premières équipes dans la classification et voilà, et c'est ça qui nous a emporté en fait de se qualifier de cette Coupe de France parce que voilà, il y avait 6 équipes. Et voilà, avec ces 6 équipes, on faisait le tournoi. Et après, c'était pas mal quand même. Franchement, l'équipe a tout donné et tous les heures aussi. Et on a arrivé à faire un bon match au niveau des demi-finales avant tout. Et voilà, quand on a gagné les demi-finales, le final, c'était un bon final parce que voilà, l'équipe que nous on a gagné, c'était l'équipe qui est première dans la classification au niveau de championnat. Donc dans les matchs allés, c'est eux-mêmes qui nous a battus. Mais comme vous savez, le sport n'a jamais baissé les bras et voilà, il faut pas se laisser faire. Après voilà, on a construit ce week-end dans un bon groupe. Un moment difficile pour la société, pour l'équipe, pour tous les autres. Par rapport avec l'intégration, au début, c'était pas facile parce que voilà, c'est une chose qui est normale aussi quand tu viens dans une club que voilà, là où tu connais pas encore beaucoup les personnes, tu connais pas encore même le pays, on peut dire, parce que voilà, c'était mon première année, donc voilà, au début, c'était pas facile, mais par rapport au fur et à mesure avec le temps, et on a arrivé à avoir ce rapprochement et entre le staff et coach et tout. Le football européen, Bart, qui a eu droit hier à une rencontre d'anthologie entre les Parisiens et ceux de Man City. Score à l'arrivée, 4-2. Ouais. Qui l'aurait cru? Personne. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi, lecture commentaire, Youssouf Bodian. Bonjour. Bonjour. L'affaire Farba Ngom continue de faire la une des journaux. L'exploitation du rapport de la CENTIF par le parquet judiciaire financier. Farba Ngom dégommé demain, titre Le Quotidien, qui informe que la plénière de l'Assemblée nationale est convoquée ce vendredi pour la levée de l'immunité parlementaire du député de l'APR. Ses avocats et son groupe parlementaire Taku Wallu sont en ordre de bataille selon le journal qui ajoute que la CENTIF a envoyé 43 autres dossiers au parquet judiciaire financier. Pour Sud Quotidien, on va vers un bras de fer avec la défense qui dénonce ce qu'elle qualifie d'acharnement judiciaire et Taku Wallu qui internationalise la lutte. Les Échos rapportent les propos de Maître Oumar Youm, un des avocats du député Mohamedou Ngom. Je cite:
Les 3 sociétés de Farbangom font l'objet d'une enquête fiscale. Il y a une tentative d'asphyxie financière, foncière et d'étranglement fiscal. Fin de citation. Dans l'info, Takoualou dénonce un acharnement procédural, une procédure en fast-track. La défense estomaquée relève source A, ce qui fait dire à l'I Quotidien que Takoualou déchire la mesure de levée de l'immunité parlementaire de Farbangom. Ses avocats dénoncent un règlement de compte politique. L'AS y voit le baromètre d'un rapport de force. Un autre dossier judiciaire qui concerne un homme politique, Samuel Sarr, qui fait face à son sort dans l'affaire West African Energy. Selon l'Observateur, le rapport définitif de l'expert comptable Alioune Touré sur la gestion du DG de West African Energy est remis au juge du 2e cabinet depuis lundi. Le journal rapporte également les observations des avocats de ses associés, Moustapha Ndiaye et compagnie, qui pointent plusieurs éléments issus du rapport du cabinet Mazars pour étouffer leurs arguments. Pendant ce temps, la DIC ouvre le bal des auditions sur l'affaire des 94 milliards de francs CFA. L'Obs nous informe que les mandataires de la famille entendus demain vendredi. Le journal du groupe Futur Média s'intéresse également à l'affaire Tabaski Ngom et renseigne que le parquet financier ordonne la jonction des 3 procédures. Un juge d'instruction désigné, d'autres affaires apparaissent dans l'affaire, révèlent Les Échos. Selon le journal, le dossier est scindé en 2, celui de la commission de régulation du secteur de l'énergie et celui de l'APROSI. Les Échos annoncent que d'autres têtes risquent de tomber alors que Tabaski Ngom dément avoir détourné 700 millions de francs CFA. Nous restons avec le parquet financier qui s'intéresse aussi à la société de construction et d'aménagement SECAM, filiale de la CDC. Le parquet financier piste des retraits de 1,51 milliard de francs CFA titre Libération. Le journal révèle des retraits sans justificatif ni contrepartie après donc le rachat en septembre 2023 de 60% du capital de la SECA par la CDC. C'est le nouveau directeur Mama Diakhoumpa qui a découvert les opérations et a porté plainte. Les complaintes des défenseurs des droits des travailleurs font la une du journal Enquête qui note les menaces sur l'emploi dans le public et le privé, le BTP, la presse, entre autres. Le journal considère que le duo Diomaye Sonko est sous pression et dans un contexte où il y a l'éventualité d'une suspension de l'USAID et la réduction du budget de l'Agence française de développement. Selon Walfadjri, ça sent la diète. Pendant ce temps, le tourisme est à rude épreuve, estime Le Soleil, qui évoque l'attaque à main armée de l'hôtel Riou. Le journal donne la parole à des experts qui évaluent les risques sur la destination Sénégal. Le Soleil ajoute qu'en Conseil des ministres hier, le président de la République a demandé le renforcement des dispositifs de sécurisation de toutes les zones, sites et établissements touristiques. En sport, Record consacre sa une à Boulaye, dont le club La Lazio de Rome affronte ce soir la Real Sociedad pour la 7e journée de C3. Boulaye pour faire parler sa forme, titre le journal Record. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous en venons maintenant à point de vue, conflit récurrent entre agriculteurs et éleveurs, comment régler le malentendu entre acteurs. Pour en parler, nous sommes avec Thierno Cissé. Monsieur Cissé, bonjour. Monsieur Cissé. Monsieur Cissé, bonjour. Thierno Cissé, apparemment, il n'entend pas. Notre deuxième intervenant, Dieynaba Sidibé, bonjour. Bonjour, monsieur la RFM. Merci beaucoup. Vous êtes la présidente du directoire des femmes en élevage, membre de l'Alliance Femmes et Fonciers du Sénégal. Avec vous, tout comme avec Thierno Cissé. Il est en ligne, me dit-on. Thierno Cissé, bonjour. Thierno Cissé, bonjour. Bon, le temps de permettre... Oui, ça va, vous allez bien. Coordonnateur du CNCR, le cadre national de concertation et de coopération des ruraux. Nous sommes également avec Dieynaba Sidibé. Avec vous, donc, nous allons évoquer ces conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs. D'abord, honneur aux dames. Monsieur Cissé, vous permettez, je pense. Dieynaba Sidibé, la présidente du directoire des femmes en élevage, membre de l'Alliance Femmes et Fonciers du Sénégal. Sans doute, vous êtes au courant de ces multiples conflits qui opposent agriculteurs et éleveurs au Sénégal, un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui a des conséquences
justement sur les deux secteurs, que ce soit l'agriculture et l'élevage. On enregistre parfois des blessés et même des morts. Alors, dites-nous aujourd'hui comment vous vivez cette situation, vous, acteurs du monde rural. Merci beaucoup, monsieur le représentant de la RFM. C'est Barthélémy Ngom. Barthélémy Ngom, le CRR. Permettez-moi de saluer tous les Sénégalais qui nous écoutent et de saluer aussi notre secrétaire général du CNR et l'ensemble des populations sénégalaises qui aujourd'hui sont à l'écoute de cette émission. Remercier aussi le directeur de SICODES qui m'a désigné pour en parler, puisque depuis presque 4 mois, on est sur ce problème qui aujourd'hui est un grand problème au niveau de l'organisation des éleveurs, particulièrement nous les femmes et les hommes qui sont sur le terrain ont vu une situation critique, car même avant-hier à Thiès, il y a eu conflit, attaque entre éleveurs et agriculteurs, il y a eu un mort d'homme. L'agriculteur a été tué par l'éleveur et cela a causé beaucoup de dégâts au sein des villages. Aujourd'hui, notre grand souci, c'est que on a demandé aux autorités du sommet, c'est-à-dire le Premier ministre, le Président de la République, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, d'essayer de réfléchir ensemble sur les propositions à faire par rapport à ce phénomène qui devient très grave aujourd'hui au sein des paysans. Nous sommes des paysans. Nous avons toujours vécu traditionnellement entre agriculteurs et éleveurs. Souvent, un agriculteur est en même temps éleveur, un éleveur est en même temps agriculteur. Dans la zone agro-silvopastorale, c'est ce qui se passe. Dans la zone pastorale, comme le Ferlo, c'était traditionnellement seulement des agriculteurs, mais aujourd'hui, ils pratiquent les deux activités pour faire survivre leur famille. Vu les difficultés des changements climatiques, la faible moyenne de pluviométrie et aussi les conséquences des changements climatiques. Donc, même dans le cadre de la loi agro-silvopastorale, ici à Tamba, on a évoqué ce problème. Nous avons dans nos déclarations demandé, dans la loi agro-silvopastorale, dans le code pastoral, dans ces documents-là qui ont été signés par le président de la République, nous avons demandé à ce qu'on trouve des solutions pour enrayer ce phénomène qui gangrène aujourd'hui le monde paysan. Puisque l'agriculteur, c'est lui qui nourrit le Sénégal, l'éleveur, c'est lui qui nourrit les Sénégalais. Si ces deux personnes ne s'entendent pas, vraiment il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de solidarité au niveau de nos mondes paysans. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Madame Cissé, le temps de vous permettre de vous déplacer un peu, puisque là, on a un petit problème d'écoute. Si vous pouvez vous déplacer un peu, Madame Sidibé. Thierno Cissé, coordonnateur du CNCR, le cadre national de concertation des ruraux. Vous également, vous êtes au courant de cette situation qui mine la cohésion sociale dans le monde rural, un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on sait que pour régler le problème, il y a plusieurs ministères doivent s'impliquer. Je vais vous parler de l'agriculture, l'élevage, le ministère de l'Intérieur, entre autres. Est-ce que ce sera facile, au vu de la situation, de régler tout cela? Monsieur Cissé? Allô, Thierno Cissé? Apparemment, Thierno Cissé n'est toujours pas en ligne. Djenaba Sidibé, je vous renvoie la parole. Est-ce que ce sera facile si l'on sait que plusieurs ministères sont concernés par rapport à cette situation? Nous, au niveau de nos organisations, on est en train de faire des concertations entre nous. Vous m'entendez bien maintenant? Oui, là c'est bon, là c'est très clair. Là c'est très clair. Nous sommes en train de nous concerter pour aller consulter, pour aller rencontrer les différentes autorités religieuses, traditionnelles et même coutumiers pour leur demander, pour aller faire un plaidoyer auprès de ces autorités qui sont souvent entendues par les populations paysannes pour lancer un cri d'alarme à ce niveau-là pour qu'ils nous accompagnent pour régulariser ce problème de conflit qui a atteint un niveau très élevé aujourd'hui avec le mort d'homme.
Ensuite, au niveau de la loi agro-silvopastorale, nous avons fait des propositions par rapport à laquelle on demande aux différents chefs de village, dans les villages, on commence d'abord par les villages, parce que traditionnellement, il y avait des organisations locales qui existaient. Le chef de village va présider un comité de règlement de conflit entre agriculteurs et éleveurs qui sera présidé par le chef de village, l'imam du village, les leaders d'opinion, les femmes, les jeunes, qui sont traditionnellement reconnus au niveau de leur localité comme des porteurs de voix, pour qu'on puisse discuter avec ces gens-là, essayer de faire la même chose au niveau département, au niveau régional, pour qu'il y ait quand même une commission stratégique de règlement de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Voilà les solutions que nous sommes en train sur lesquelles de travailler. Et je sais que d'ici quelques jours, le président Ismaïla va demander une audience aux différents khalifes généraux du pays, aux différents marabouts et aux certaines notabilités à l'évêque, pour qu'on puisse d'abord rencontrer ces gens-là, puisqu'au niveau de l'administration, nous avons interpellé il y a quelque temps le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'équipement, pour qu'il puisse voir avec ses collègues peut-être comment essayer de rencontrer les donc vous demeurez convaincu que la loi agro-silvopastorale peut être un début de solution? Ça peut être un début de solution, parce que c'est une loi qui a été élaborée par l'ensemble, la participation de l'ensemble des acteurs du monde rural. Et je pense que s'il y a le décret d'application, elle pourra prendre en charge une partie du règlement de ces conflits. D'accord. Il y a aussi le CNCR qui va intégrer ce programme-là. Le CNCR. Mais le problème, c'est d'abord, ça doit venir, la solution doit venir des communautés. Oui. Effectivement. D'accord. Madame Dieynaba Sidibé, la présidente du directoire des femmes en élevage, membre de l'Alliance Femmes et Fonciers du Sénégal. On a entendu les éleveurs un peu qui dénoncent aussi le vol de bétail. On le sait, les éleveurs sont des agriculteurs. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en début de vos propos. Les agriculteurs également sont en quelque sorte des éleveurs. Comment jouer sur ces leviers-là pour un peu favoriser cette cohabitation, faire la promotion de cette cohabitation? Moi, j'ai déjà tenu une assemblée générale au nom des femmes en élevage, en rappelant que dans le programme de vol de bétail, il y avait une loi qui avait été votée et qui avait fait l'objet peut-être de décrets d'application. Mais les lois sont une chose, mais l'application c'est une autre chose. Par rapport à ce document que nous avions et qui devait nous permettre de réduire fortement le vol de bétail, n'a pas été appliqué dans la réalité au niveau de nos localités. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y a un vol de bétail, il y a des éleveurs qui portent plainte, mais arrivés au niveau du tribunal, des instances judiciaires, souvent on vous dit que vraiment que ce vol de bétail n'y a pas eu vraiment la réalité de témoignages qui peut leur permettre de mettre le voleur en prison. Des fois, on dit que même s'il y a jugement, on dit que le voleur a été libéré au profit du doute. Et ce que nous ne comprenons jamais. Parce que dans les articles, il y a bien sûr qu'un voleur qu'on a pris la main dans les paniers doit bénéficier de la présomption d'innocence. Non, pas la présomption d'innocence, doit être condamné entre 5 ans. Si c'est deux vaches, c'est entre 5 ans et 10 ans. Si c'est 15 vaches. Il y avait un éleveur qui avait fait l'objet d'une plainte de 45 têtes de bœuf. À l'époque, on avait vu le ministre de la Justice qui nous disait que voilà, si on applique la loi, je parle très bien à RFM, si on applique la loi, on va disperser la famille de ce voleur-là. Mais j'ai dit que, monsieur le ministre,
si vous n'appliquez pas la loi, l'éleveur sa famille sera disloquée puisque tout son bien est parti, son exploitation s'est disséminée par un voleur. Et cela n'encourage pas aujourd'hui l'élevage au Sénégal. Beaucoup de populations pastorales aujourd'hui démissionnent de l'élevage pastoral et ils vont vers d'autres activités, connaissent ce qu'ils ne savaient pas réaliser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés au niveau du monde rural. Merci beaucoup. Pastoral. Merci du monde pastoral. Merci beaucoup, Diana. Vraiment, je dis que l'Alliance est en train de faire beaucoup de choses par rapport au vol de bétail, mais surtout par rapport à la régulation des conflits agriculture-éleveurs. C'est ce qui a fait que nous faisons un plaidoyer de l'accès des femmes au foncier pastoral. Et je crois que là, c'est l'occasion de saluer M. Kanouté, qui a fait un effort auprès de l'Alliance pour que nous puissions débattre de ces problèmes-là dans nos organisations féminines. Merci beaucoup, Dieynaba Sidibé. On vous retrouve dans le journal de 13h. La présidente du directoire des femmes en élevage, membre de l'Alliance Femmes et Foncier du Sénégal. Thierno Cissé, on me dit qu'il est en ligne. Monsieur Cissé, vous êtes là, bonjour. Oui, bonjour. Coordonnateur du CNCR, malheureusement, on a eu du mal à s'entendre. Le coordonnateur du CNCR, le cadre national de concertation et de coopération des ruraux, on évoque un peu ces conflits devenus récurrents entre agriculteurs et éleveurs au Sénégal. Un phénomène inquiétant, non? Absolument. Surtout à ces périodes-là où les gens sont en train de récolter et également les difficultés qu'il y a pour les pasteurs d'accéder au pâturage, donc qui font que la transhumance démarre et que les travaux champêtres également dans certaines localités ne sont encore pas bouclés. Donc ce conflit-là autour de la ressource est la cause de vraiment ces difficultés qu'on observe un peu partout sur le territoire national. Maintenant, pour moi, le défi majeur sur cette question-là, c'est vraiment de faire appliquer ce que dit la loi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi procéder à une délimitation des terres cultivables et peut-être des terres réservées au pâturage? Mais c'est ce que dit la loi. En réalité, tout a été discuté, mais c'est l'application qui pose problème. Parce que, quand même, il est bien dit qu'il faut travailler à délimiter les parcours du bétail, mais également les zones de pâturage. Parce que les acteurs, en tout cas les pasteurs, selon la loi, exerce un métier qui est reconnu. Le code pastoral également reconnaît la nécessité de la mobilité du bétail, qui est aussi une forme de résilience au changement climatique, mais une forme d'exploitation également que le pasteur fait pour nourrir ses animaux, mais également produire une viande plus accessible. Comparé à ceux qui sont dans la stabilisation. Donc, il est important, en tout cas pour lever ces défis, que les acteurs puissent se parler et que l'autorité aussi puisse prendre les dispositions nécessaires, parce qu'on a un code pastoral qui a été promulgué depuis décembre 2023. Donc, depuis lors, quand même, les arrêtés qui doivent, et les décrets et arrêtés qui doivent, en tout cas, opérationnaliser ce code ne sont pas encore pris. Donc, il y a urgence de travailler sur ça, parce que déjà, dans ce code-là, il était prévu des mécanismes de concertation entre les agriculteurs et les éleveurs qui sont de la même famille, parce que dans une même famille, tu vas avoir des agriculteurs, tu vas avoir également des agropasteurs. Donc, si on crée les mécanismes qui sont prévus d'ailleurs dans la loi, notamment des comités locaux qui sont dans des villages, dans les collectivités territoriales. Impliquer directement les communautés. Effectivement, mais c'est une affaire qui doit être encadrée par la loi, les autorités, mais en tout cas, la solution définitive est entre les mains des acteurs. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment encourager, soutenir les dynamiques de mise en place de ces comités locaux qui permettront de traiter à proximité ces questions-là, parce qu'il était même prévu aussi dans le code qu'il y ait des mécanismes de négociation quand il y a un conflit, avant que ça n'arrive à la gendarmerie ou bien devant la justice.
qu'un comité local puisse traiter le cas pour que vraiment que les gens trouvent des mécanismes de conciliation des positions, au lieu de se retrouver automatiquement devant la justice et qui va laisser des séquelles qui vont durer très longtemps entre des familles ou bien des communautés. Des communautés. Malheureusement, Voilà. nous sommes rattrapés par le temps, Thierno Cissé. On vous retrouve tout à l'heure, de toute façon, dans le journal de 13h. Thierno Cissé, coordinateur du CNCR, le cadre national de concertation des ruraux. Merci également à Dieynaba Sidibé, la présidente du directoire des femmes en élevage. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, merci. C'était le midi. Présenté par Barthélémy Ngo, mise en onde Abdou Cham. Réalisation Eladji Ndiogou, il sera là dans moins de 5 minutes. Chef d'édition, Awa